Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu as enfin réorganisé ta chambre comme tu voulais? Oui, j'ai passé l'après-midi à tout bouger. J'ai même monté ce nouveau cadre de lit dont je te parlais, avec un matelas ultra moelleux. Ah, je croyais que tu parlais de cette grosse valise que tu voulais ranger dans le placard. Tu profites bien de tes vacances sur la côte basque? À fond. Chaque matin, je me lève tôt pour attraper les meilleures vagues. J'ai même pris un cours pour améliorer ma prise de vagues. Sérieux? Je pensais que t'avais pris ton vélo pour faire le tour des petits villages alentours. T'as réussi à retrouver ton portefeuille à l'hôtel? Oui, je l'avais laissé sur la table de chevet dans la 779. Heureusement, le personnel a été super réactif. Ah bon? Je croyais que tu étais dans la 769, au bout du couloir. Tu fais quoi depuis que t'es rentré du boulot? Je suis resté chez moi à dévorer ce roman captivant que j'ai acheté la semaine dernière. J'ai même zappé le dîner. Tiens, je pensais que t'étais allé à la bibliothèque comme d'habitude le jeudi soir. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, une attention particulière est demandée aux passagers du vol numéro 427 en partance pour Istanbul. En raison d'une défaillance technique imprévue nécessitant une intervention de maintenance immédiate, le départ de l'appareil est reporté de manière temporaire. Nous vous prions de noter que l'embarquement ne s'effectuera pas à la porte indiquée initialement sur les écrans d'affichage, mais sera redirigé vers la porte B12 située à l'aile et du terminal principal. Nous vous recommandons de consulter régulièrement les annonces sonores et les panneaux pour toute mise à jour. Merci de votre compréhension. Chers clients, veuillez noter qu'en raison de contraintes logistiques liées à la réception de marchandises et à l'inventaire partiel du stock, notre magasin fermera exceptionnellement ses portes avec 30 minutes d'anticipation les vendredis 7 et mardi 11 de ce mois. Nous vous invitons à organiser vos achats en conséquence afin d'éviter tout désagrément. Ces horaires spéciaux ne concernent que ces deux dates, et le fonctionnement habituel sera rétabli dès le lendemain. Merci pour votre fidélité. Attention s'il vous plaît, nous informons les passagers du train à destination de Moscou, initialement prévu pour un départ à 17h45, qu'en raison de conditions météorologiques sévères annoncées sur le parcours nord-oriental, le départ aura lieu de manière anticipée à 17h20 précise. Il est également à noter qu'en raison de ce changement d'horaire,
aucune prise en charge différée des bagages en soute ne pourra être assurée. Nous conseillons donc à tous les passagers de garder leurs effets personnels à portée immédiate. Merci de votre vigilance. Mesdames, Messieurs, nous vous informons qu'en raison d'une indisponibilité imprévue du Dr Ford, spécialiste en ophtalmologie, aucune consultation liée aux troubles de la vision ne pourra être assurée ce jour. En revanche, les patients nécessitant des soins spécialisés en néphrologie ou en rhumatologie des membres inférieurs seront accueillis selon les horaires habituels. Nous vous remercions de vous adresser à l'accueil principal pour tout réajustement de rendez-vous ou informations complémentaires. Étudiantes, étudiants, suite à d'importants travaux de réhabilitation structurelle dans le bâtiment G adjacent aux amphithéâtres principaux, le calendrier des examens finaux est modifié. Les épreuves prévues initialement à partir du 3 juin débuteront avec un décalage d'une semaine, soit à partir du 10 juin. Le reste du calendrier demeure inchangé. Nous vous prions de consulter la plateforme officielle de l'université pour les horaires mis à jour. Merci de votre attention et bon courage pour vos révisions. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Allô chérie, c'est maman. Je voulais juste te rappeler, avant que tu ne t'endormes ou que tu te mettes à regarder ta série, de ne surtout pas oublier de faire tes devoirs pour demain matin. Tu m'avais dit que tu avais une rédaction à finir pour ton cours de littérature, et un exercice de maths à rendre. Je sais que tu es fatigué, mais ce serait dommage que tu aies des problèmes à l'école juste à cause d'un oubli. Si tu veux, appelle-moi quand tu as terminé. Bonne soirée ma puce. Bonjour Monsieur Laroche, ici le service des ressources humaines de la société Alto Project. Nous vous contactons concernant votre dossier d'embauche. Il apparaît qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu votre attestation officielle d'autorisation de travail, document indispensable pour la finalisation de votre contrat. Nous vous rappelons que le délai pour nous transmettre cette pièce expire demain à 16 heures. Passé ce délai, et conformément à la réglementation en vigueur, nous serons malheureusement contraints d'annuler la procédure d'intégration. Merci de bien vouloir faire le nécessaire dès que possible. Bonjour, ici le commissariat du 9e arrondissement. Nous vous appelons à propos du signalement que vous avez fait il y a environ un mois concernant le vol de votre véhicule, une Citroën grise immatriculée en 345 QW. Nous souhaitons vous informer que des éléments concordants ont été retrouvés hier soir dans un parking souterrain du quartier Saint-Laurent, notamment des traces d'ADN et une plaque d'immatriculation correspondant partiellement à la vôtre. Nos enquêteurs pensent être proches de localiser précisément le véhicule. Nous vous tiendrons informés dès qu'un constat formel sera établi. Salut Camille, désolé de te déranger à cette heure-là. Je voulais juste savoir si, par hasard, tu avais encore en ta possession les fichiers du dossier Lefebvre, celui sur lequel tu as bossé la semaine dernière.
J'ai fouillé notre serveur partagé mais impossible de remettre la main dessus, je crains qu'ils aient été supprimés par erreur. Si tu les as toujours, est-ce que tu pourrais me les renvoyer? Julie en aurait besoin pour finaliser sa partie, et moi aussi j'aimerais vérifier 2 ou 3 trucs. Merci d'avance. Bonjour, je suis le chauffeur du taxi que vous avez pris ce matin entre la rue de l'Hôpital et la gare centrale. Je vous appelle parce qu'après avoir déposé le client suivant, j'ai trouvé un trousseau de clés sous la banquette arrière. Je suppose qu'il vous appartient. Pour vous le restituer rapidement, je vous propose de me donner votre adresse ou un point de rendez-vous proche, et je passerai vous les remettre dès que possible, entre 2 courses. Merci de me rappeler rapidement. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'investissement à long terme en bourse et dans les titres financiers? A. Il est favorable à l'investissement à long terme. B. Il est défavorable à l'investissement à long terme. C. Il est favorable à l'investissement à long terme sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne A. En tant qu'économiste comportemental, j'estime que l'investissement à long terme constitue l'une des stratégies les plus rationnelles pour lisser la volatilité inhérente au marché financier. Cependant, cela nécessite une discipline émotionnelle rigoureuse, une diversification optimisée et une compréhension fine des cycles économiques. Il ne s'agit pas simplement d'acheter et d'attendre passivement, mais bien de réajuster périodiquement son portefeuille en fonction des évolutions structurelles. Je suis donc en faveur de cette approche, mais uniquement si elle s'appuie sur une gestion éclairée et proactive. Personne B. Personnellement, je demeure extrêmement sceptique quant à l'idée d'immobiliser des capitaux sur plusieurs décennies dans un environnement financier aussi instable. Les crises systémiques, les bulles spéculatives et l'opacité de certains instruments rendent l'investissement boursier hautement imprévisible. Je privilégie des véhicules plus tangibles, comme l'immobilier ou l'entrepreneuriat local, qui offrent davantage de maîtrise et de lisibilité. À mes yeux, la bourse reste un jeu de dupes réservé aux insiders ou aux algorithmes. Personne C. Je dirais que le long terme est pertinent à condition de s'inscrire dans une logique patrimoniale réfléchie. Les marchés ont historiquement démontré leur capacité de rebond, mais cela suppose une tolérance élevée à l'incertitude et une capacité à absorber les baisses temporaires. Pour quelqu'un disposant d'un horizon temporel suffisant et d'un profil de risque modéré, cette stratégie peut s'avérer judicieuse, à condition de s'entourer de conseils professionnels et d'éviter les décisions émotionnelles. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à prendre des risques pour changer de carrière à un âge avancé? A. Il est favorable au changement de carrière à tout âge. B. Il est défavorable au changement de carrière à un âge avancé. C. Il est favorable au changement de carrière sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne A. Ayant moi-même opéré un virage professionnel radical à 50 ans passés, je peux affirmer que la réinvention tardive est possible, mais elle s'accompagne d'une zone de turbulence psychologique et matérielle non négligeable. Cela implique de déconstruire des automatismes, de reconstruire une légitimité et souvent de repartir à zéro dans des écosystèmes peu accueillants envers les profils seniors. Néanmoins, pour peu que la démarche soit mûrement réfléchie et soutenue par un projet clair,
elle peut se révéler extraordinairement libératrice. Personne, B. À mon sens, l'idée même de changer de voie après 50 ans relève de l'utopie. Le marché du travail valorise la flexibilité juvénile, la plasticité cognitive, et pénalise lourdement les parcours non linéaires au-delà d'un certain âge. Tenter une reconversion à ce stade, c'est prendre un risque disproportionné avec peu de chances de retour sur investissement. Mieux vaut consolider ses acquis et viser une fin de carrière stable plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. Personne, C. Tout dépend du degré de préparation, des ressources disponibles et du réseau activable. Il ne s'agit pas de foncer tête baissée dans une aventure incertaine, mais de calculer les risques, les amortir et les assumer en connaissance de cause. Avec un bon accompagnement, une formation adaptée et une gestion lucide de la transition, il est tout à fait envisageable de bifurquer, même tardivement. Je ne prône pas une prise de risque aveugle, mais une audace stratégique, calibrée. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Terre et Botanique, l'émission qui décrypte les relations entre environnement pédologique et dynamique végétale. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux effets croisés de la structure du sol et des paramètres géophysiques, tels que la conductivité électrique, la perméabilité, ou encore la densité apparente sur la croissance de plantes dites bioindicatrices. Une étude multidisciplinaire menée dans les Cévennes révèle que les sols argilo-limoneux à faible densité, riches en silicates mais pauvres en calcaire actif, favorisent une absorption racinaire optimisée chez des espèces comme Thymus vulgari et Digitali lanata. Par contraste, les substrats sableux à conductivité élevée induisent un stress hydrique diffus, limitant l'activité photosynthétique malgré une bonne aération. Les résultats indiquent également que des anomalies magnétiques locales souvent négligées modulent l'orientation géotropique des plantules et altèrent la distribution des micronutriments, en particulier le fer et le manganèse. Ainsi, la croissance optimale ne dépend pas uniquement des apports nutritifs, mais d'une synergie entre géophysique, chimie du sol et microclimat. Les chercheurs recommandent une cartographie fine des sols avant toute implantation agricole à visée écologique ou médicinale. Bienvenue dans Finance Pratique, votre rendez-vous sur les solutions de gestion patrimoniale sécurisée. Le sujet du jour, quelles options s'offrent aux épargnants prudents souhaitant faire fructifier leur capital sans s'exposer à une volatilité excessive? Selon les analystes de l'Institut européen de macroéconomie appliquée, les produits à capital garanti comme les livrets réglementés ou les comptes à terme à taux fixe assurent une protection nominale, mais peinent à compenser l'érosion monétaire liée à l'inflation latente. À l'inverse, les obligations d'État indexées sur l'inflation offrent un compromis dynamique, bien que leur rendement réel dépende fortement de la conjoncture macroéconomique et des politiques monétaires des banques centrales. Les SCPI de rendement à faible volatilité présentent quant à elles une alternative hybride, combinant revenus réguliers et mutualisation du risque immobilier. Cependant, leur liquidité reste limitée, et leur fiscalité peut s'avérer dissuasive pour certains profils. Enfin, les contrats d'assurance vie en fonds euros, lorsqu'ils sont bien diversifiés, permettent une optimisation prudente sur le moyen terme, à condition d'éviter les frais de gestion excessifs. En somme, la constitution d'un portefeuille sans risque ne relève pas d'un produit miracle, mais d'un arbitrage minutieux entre rendement, sécurité, fiscalité et horizon temporel. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux deux questions.
Professeur Delon, plusieurs études récentes suggèrent que les conditions climatiques régionales influencent non seulement la santé physique, mais aussi les dynamiques psychologiques et émotionnelles des individus. Pourriez-vous nous expliquer les mécanismes biologiques et comportementaux derrière ce phénomène? Absolument. Les variations climatiques agissent à différents niveaux, notamment via les axes neuro-endocriniens et les régulateurs de l'humeur. Dans les régions caractérisées par une faible intensité lumineuse par exemple, certaines zones scandinaves ou canadiennes, on observe fréquemment une diminution de la production de sérotonine, un neurotransmetteur essentiel à la régulation émotionnelle, ainsi qu'un déficit en vitamine D, ce qui prédispose les individus aux troubles affectifs saisonniers. À l'opposé, les régions où les températures excèdent régulièrement les 35 degrés Celsius entraînent une suractivation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, augmentant les taux de cortisol plasmatique, ce qui peut induire des réactions de stress chronique, une irritabilité marquée, voire une détérioration des fonctions exécutives. Ces effets biologiques se traduisent aussi par des altérations comportementales comme une plus faible tolérance aux stimuli sociaux ou une impulsivité accrue dans les interactions interpersonnelles. Ces effets s'inscrivent-ils également dans des dimensions culturelles ou sociales à long terme? Oui, on commence à cartographier des corrélations intéressantes entre climat, organisation sociale et traits comportementaux collectifs. Par exemple, dans les environnements climatiquement stables, climat tempéré à saisonnalité modérée, on observe une prévalence de comportements prosociaux, une planification à long terme plus développée et des niveaux plus élevés de coopération intergroupe. À l'inverse, les régions à variabilité climatique extrême, où les catastrophes naturelles sont fréquentes ou la température très instable, tendent à développer des cultures de court terme, un individualisme prononcé et une méfiance plus grande à l'égard des structures sociales. Ces influences se répercutent sur les politiques publiques, les systèmes éducatifs et même les modes de résolution des conflits. Professeur Kadri, la manipulation artificielle des phénomènes météorologiques, notamment via l'ensemencement des nuages, suscite à la fois enthousiasme et inquiétude. Pouvez-vous détailler les techniques actuelles ainsi que leurs principes physiques? Certainement. L'ensemencement des nuages repose sur l'introduction contrôlée d'agents hygroscopiques tels que l'iodure d'argent, le chlorure de sodium ou même le CO solide dans la masse nuageuse. Ces particules jouent le rôle de noyaux de congélation ou de condensation, catalysant la formation de gouttelettes plus grosses capables de précipiter. Toutefois, pour que l'opération soit efficace, il faut que le nuage possède des propriétés microphysiques précises, température comprise entre -5 degrés Celsius et -15 degrés Celsius, taux d'humidité élevé, et structure verticale suffisante pour permettre l'agrégation. Les résultats varient aussi selon les vents dominants et le niveau de turbulence atmosphérique. Et sur le plan environnemental ou géopolitique, y a-t-il des implications importantes à considérer? C'est là où le débat devient délicat. Bien que les quantités de substances chimiques utilisées soient souvent infimes, leur accumulation à long terme dans les sols ou les nappes phréatiques pourrait poser problème, notamment pour les biotopes sensibles. Par ailleurs, dans les régions où les ressources hydriques sont partagées entre plusieurs nations comme dans certaines parties du Moyen-Orient ou de l'Asie centrale, des tensions diplomatiques ont déjà émergé autour de ces pratiques, perçues comme des actes unilatéraux d'appropriation climatique. C'est pourquoi plusieurs organisations internationales militent pour une régulation éthique et transparente de ces technologies. Madame Lefebvre, sociologue spécialisée en dynamique familiale, vous avez récemment publié une étude sur le décalage croissant entre âge biologique et âge social du mariage. Quelles en sont, selon vous, les causes structurelles? Plusieurs paramètres entrent en jeu.
On observe d'abord une reconfiguration des priorités individuelles, notamment chez les diplômés de l'enseignement supérieur, pour qui la réalisation de soi passe souvent par l'autonomisation économique et la construction d'un capital identitaire hors des cadres traditionnels. Par ailleurs, la précarisation du marché du travail, combinée à une flexibilisation des trajectoires professionnelles, rend difficile toute projection conjugale stable avant la trentaine. Le couple devient ainsi non plus un point de départ, mais un point d'aboutissement dans la vie adulte. Ce glissement s'applique-t-il à toutes les sociétés, ou bien existe-t-il des résistances culturelles notables? Il existe effectivement des contrepoids normatifs. Dans certaines sociétés à forte régulation communautaire, je pense par exemple à certaines régions d'Asie du Sud ou d'Afrique du Nord, le mariage précoce reste un indicateur de respectabilité familiale, et parfois même un outil de reproduction sociale. Ce système fonctionne comme une injonction sociale internalisée, où la conformité aux normes matrimoniales devient une condition d'inclusion. Ce décalage entre modèles individualistes et injonctions collectives crée souvent un malaise générationnel, exacerbé par la mondialisation des valeurs et l'accès massif aux réseaux sociaux. Professeur Noël, vous êtes un expert reconnu dans la modélisation des systèmes thermofluidiques couplés. Quels sont aujourd'hui les cadres méthodologiques les plus performants pour représenter des phénomènes complexes dans un environnement incertain? La tendance actuelle va vers une hybridation des approches. La simulation numérique classique, comme l'analyse par élément fini ou volume fini, reste essentielle, mais elle est désormais complétée par des outils issus de la science des données. On utilise par exemple des modèles réduits dérivés de l'analyse modale propre, ou encore des jumeaux numériques couplés à des algorithmes d'apprentissage automatique. Ces modèles permettent une mise à jour continue à partir de données empiriques, augmentant leur robustesse prédictive. Cela est particulièrement pertinent dans les systèmes à haute variabilité paramétrique, comme les réacteurs thermochimiques ou les systèmes multiphysiques embarqués. Et face à l'imprévisibilité croissante des environnements techniques, comment l'ingénierie gère-t-elle l'incertitude? C'est là qu'interviennent les approches probabilistes avancées. L'analyse de fiabilité par Monte-Carlo ou l'approche bayésienne hiérarchique sont désormais standards dans certains domaines critiques, comme l'aéronautique ou la biomécanique. Elles permettent d'intégrer dynamiquement les incertitudes liées aux matériaux, aux conditions, aux limites ou aux erreurs de capteurs. L'enjeu n'est plus seulement de prédire, mais de quantifier la confiance que l'on peut accorder à une prédiction. L'ultime défi, c'est d'assurer la traçabilité et l'interprétabilité dans un cadre régulé, notamment pour les systèmes à décision autonome. Documents divers. Dans les dernières décennies, les chercheurs en criminologie et en neuropharmacologie ont exploré le lien entre la consommation chronique de substances psychotropes, notamment les amphétamines, les benzodiazépines et certains hallucinogènes, et l'évolution des comportements criminels dans divers contextes socioculturels. Il a été constaté que, chez certains sujets présentant des prédispositions neurobiologiques à l'impulsivité ou à la désinhibition frontale, l'absorption régulière de ces substances altère les circuits inhibiteurs du cortex préfrontal, ce qui augmente la probabilité de passage à l'acte délictueux, en particulier dans les environnements urbains précaires. Toutefois, d'autres études pointent du doigt l'impact des politiques prohibitionnistes sur la criminalisation secondaire des usagers. Une régulation différenciée, combinant prévention ciblée et soutien psychosocial, semble plus efficace que la seule répression pénale.
Une méta-analyse transdisciplinaire menée par l'Agence européenne de biosécurité alimentaire a révélé une corrélation préoccupante entre l'exposition chronique à certains composés présents dans les contenants plastiques alimentaires, tels que le bisphénol A, BPA, les phtalates ou les styrènes et l'augmentation des marqueurs précancéreux chez l'humain. Ces perturbateurs endocriniens, en s'accumulant dans les tissus adipeux et en interférant avec les récepteurs hormonaux, peuvent provoquer des anomalies de la différenciation cellulaire, notamment dans les tissus mammaires, prostatiques et thyroïdiens. L'étude souligne aussi la nécessité d'une réévaluation réglementaire des matériaux en contact avec les aliments, particulièrement dans les produits destinés aux enfants ou aux femmes enceintes. La déforestation massive dans les zones équatoriales influence gravement le cycle hydrologique local et global. En détruisant les systèmes racinaires et les microclimats associés, elle perturbe les mécanismes naturels d'évapotranspiration, réduisant ainsi la condensation atmosphérique nécessaire à la formation des précipitations. À long terme, cette désintégration des écosystèmes forestiers génère une aridification progressive, y compris dans des régions adjacentes non touchées directement. De plus, l'absence de couverture végétale accentue le ruissellement, provoquant une infiltration moindre des nappes phréatiques et une érosion accrue. Les récentes explorations abyssales à l'aide de submersibles autonomes ont révélé l'existence d'une diversité insoupçonnée d'organismes marins extrémophiles, vivant dans des conditions de pression et de température extrêmes. Ces découvertes ont remis en question les classifications taxonomiques classiques fondées sur les traits morphologiques. Désormais, les approches phylogénétiques basées sur le séquençage génomique permettent d'établir des liens évolutifs inattendus entre des espèces auparavant jugées non apparentées, révélant un écosystème interconnecté à l'échelle moléculaire. Depuis l'Antiquité, les civilisations humaines ont utilisé des repères célestes, l'étoile fixe, constellations saisonnières, phases lunaires pour s'orienter géographiquement. Ces méthodes, aujourd'hui corroborées par des modélisations astronomiques précises, ont permis aux navigateurs de l'ère pré-géolocalisation de parcourir d'immenses distances avec une remarquable précision. L'observation du mouvement apparent de l'étoile polaire, par exemple, permettait d'estimer la latitude avec une marge d'erreur de quelques degrés. Certaines tribus polynésiennes ont même développé des systèmes mnémoniques orocodifiant des trajets entiers en fonction des configurations stellaires. Les ordinateurs de dernière génération intègrent des architectures de traitement massivement parallèles reposant sur des unités de calcul spécialisées telles que les GPU, les TPU et les FPGA. Ces systèmes ne suivent plus le paradigme classique de von Neumann basé sur l'exécution séquentielle, mais privilégient l'approche concurrente, optimisée pour les algorithmes de traitement de données massives, d'intelligence artificielle et de simulation numérique. L'optimisation du débit mémoire, la réduction de la latence interprocesseur et la gestion dynamique des charges de calcul sont désormais des enjeux cruciaux pour maximiser l'efficience énergétique et la rapidité d'exécution dans des contextes haute performance. Dans les sociétés contemporaines, l'inclusion des individus en situation de handicap dépasse la simple adaptation physique de l'environnement. Elle repose sur une refonte globale des interactions sociales, éducatives et professionnelles, en intégrant des paradigmes comme la neurodiversité et l'accessibilité universelle. Le modèle social du handicap, en opposition au modèle médical,
considère que c'est la société qui crée les obstacles et que l'autonomie dépend avant tout d'un aménagement équitable des opportunités. Des politiques proactives, telles que les quotas d'emploi, l'éducation inclusive et la formation des accompagnateurs spécialisés sont essentielles pour favoriser une participation citoyenne pleine et entière. L'irruption massive des technologies numériques dans les sphères privées et professionnelles a radicalement modifié les modes d'interaction humaine. Bien que les plateformes numériques permettent une connectivité permanente et facilitent l'accès à l'information, elles peuvent induire des formes d'hyperconnexion pathologique, une réduction de l'empathie et une polarisation des opinions. Des sociologues mettent en garde contre l'érosion du lien social authentique, remplacé par des interactions médiatisées, souvent superficielles, dictées par des algorithmes de visibilité et de gratification instantanée. La régulation éthique de l'usage numérique devient ainsi un enjeu anthropologique majeur. La médecine nucléaire contemporaine utilise divers radioisotopes à des fins diagnostiques et thérapeutiques, tels que le technétium 99M, l'iode 131 ou le lutécium 177. Ces éléments émettent des rayonnements capables de cibler précisément des tissus pathologiques, notamment les tumeurs cancéreuses, tout en minimisant l'impact sur les tissus sains. Les radioisotopes sont administrés sous forme de radiopharmaceutiques vectorisés qui se fixent sélectivement sur des récepteurs spécifiques. Ce ciblage moléculaire améliore considérablement la précision des imageries fonctionnelles, scintigraphie, TEP, et ouvre la voie à une médecine personnalisée fondée sur la biologie des récepteurs tumoraux. Le vieillissement naturel du cerveau s'accompagne d'une diminution progressive de certaines fonctions cognitives, telles que la vitesse de traitement, la mémoire de travail ou la flexibilité mentale. Toutefois, des recherches en neurosciences ont démontré que la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à réorganiser ses connexions neuronales, persiste à un âge avancé, en particulier chez les individus exposés à des stimulations intellectuelles soutenues. Des interventions comme l'apprentissage de nouvelles langues, la pratique musicale ou les jeux de stratégie peuvent ralentir l'atrophie neuronale et améliorer la réserve cognitive, réduisant ainsi les risques de démence.